j'ai restauré une vieille guitare qui traînait chez moi ça a été une espèce une révélation, quoi, on peut dire, quoi. Je m'appelle Pierre-Marc Martelly, je suis luthier en guitare et instrument à cordes pincées. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, luthier, c'était quand j'étais ado ou très très jeune, en fait, c'était un rêve, quoi, de faire des instruments de musique. Mais c'était pas possible à ce moment-là de le faire, donc du coup, j'ai pris une voie un peu différente. Mais finalement, ça n'a pas été plus mal de passer par ces chemins très, très détournés pour arriver à la lutherie, parce que finalement, tout ce que j'ai fait avant la lutherie, ça m'a aussi servi au moment où j'ai décidé de le faire. Par exemple, comme j'étais dans le design graphique, donc ça a un peu aiguisé mon sens des équilibres, mon sens des lignes, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est quand même ça participe un petit peu à la particularité que je peux avoir en tant que luthier. Donc du coup, c'était des chemins détournés, mais c'était une ligne intéressante, quoi. C'est une route intéressante pour arriver jusque-là. Donc ces 25 années passées à faire autre chose, c'était presque un petit peu une formation préalable, quoi. Un jour, ça m'a repris. J'ai rattrapé ce vieux rêve d'adolescent. Et j'ai restauré une vieille guitare qui traînait chez moi. Ça a été une espèce une révélation, quoi, on peut dire, quoi. Enfin, je me suis senti très très facilement, enfin très rapidement à l'aise avec le bois, quoi. Ce matériau, je me dis, ce matériau, c'est le matériau qui me convient, quoi. Et donc à partir de là, ça a jamais cessé de me passionner. Et donc j'ai commencé par faire des choses très simples, hein, sur des guitares déjà assemblées. Réparer des guitares, j'en avais une que j'ai réparée, celle de copains, etc. Et puis en 2007, je me suis mis en tête de fabriquer une guitare de A à Z. Donc j'ai acheté un plan, j'ai acheté quelques outils, et j'ai commencé à fabriquer cet instrument. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris pratiquement un an pour faire cet instrument. C'était un instrument compliqué, c'était une guitare archtop, des guitares jazz, avec la table et le fond sculpté. Ça demande énormément de maîtrise que je n'avais pas. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de temps, mais ça a été un petit peu la porte d'entrée. Je me suis dit qu'il fallait commencer par quelque chose de difficile, sinon c'était un défi trop simple, quoi. Moi j'aime bien les défis un peu compliqués, quoi. Et donc ça a été une vraie réussite. La guitare n'était pas forcément super, mais c'était un très bon premier instrument. Donc à partir de là, je suis allé voir quelques luthiers, je leur ai montré mon travail, ils m'ont dit ouais, il faut que tu continues. Alors j'avais d'autres activités professionnelles parallèles, donc j'ai pas tout de suite lâché ces autres métiers que j'avais à l'époque. Mais je me suis mis sérieusement, c'est-à-dire j'ai fait un deuxième instrument, puis un troisième, puis un cinquième, puis un dixième. Et au bout de 10-12 instruments, voilà, je me suis installé comme artisan luthier. J'avais en parallèle, j'avais aussi un petit peu, enfin pas un petit peu, j'ai fait pas mal de réparations sur des instruments, ce qui est très formateur, de voir des instruments qui arrivent à l'atelier, de voir comment ils sont fabriqués, de voir quel bois ils sont fabriqués, comment ils sonnent. Bon voilà, quoi, c'était fini, quoi, c'était bon, j'étais luthier, ça y est. C'était des émotions assez complexes parce que ce premier instrument, bien entendu, il était très imparfait. Donc je ne voyais que des défauts sur cet instrument. Mais en même temps, et sans fausse modestie, hein, les gens trouvaient l'instrument tellement réussi pour un premier instrument que je me suis dit que j'ai pris ça pour des encouragements vraiment forts, quoi. J'avais comme objectif que un jour je deviendrais artisan luthier, c'est-à-dire que je ne ferais que ça. C'est-à-dire que je partirais le matin de chez moi pour aller à l'atelier, faire des guitares ou réparer des guitares, et puis que
je, mon temps professionnel ne serait composé que de ça. Et donc ça m'aidait à supporter le fait que j'aimais plus mon ancien métier et que tout le temps que je passais pas avec un rabot ou une râpe dans les mains, c'était pour moi du temps perdu, quoi. Mais j'ai quand même, je me suis pas trop précipité parce que il faut quand même pas perdre de vue qu'il y a des contraintes matérielles complexes, quoi. On gagne pas d'argent tout de suite quand on est artisan, donc du coup j'ai essayé d'amortir la transition de la façon la plus habile, et ça a plutôt, voilà, ça a fonctionné comme ça, quoi. Donc c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas tellement attaché aux instruments que je fabrique, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de les fabriquer, c'est pas tellement de les avoir. Donc, quand l'instrument est fini, presque à la limite, si j'avais pas la nécessité de gagner de l'argent, je le donnerais, tu vois, je donnerais les instruments, hein. Y a pas de, ça me gênerait pas, quoi. Ça peut pas fonctionner toujours comme ça, mais la fabrication de l'instrument, enfin l'instrument quand il est en fabrication, en fait, je le quitte jamais, quoi. C'est-à-dire que quand je suis parti de l'atelier, je continue d'y penser. Je continue d'y penser de temps en temps, le matin, etc., etc. Donc ça, c'est, moi, je considère que c'est un privilège immense, quoi, de pouvoir à la fois faire ce qu'on aime et à la fois ne pas être lassé ou blasé de ces apports professionnels quotidiens. Il y a des moments il y a des moments pénibles aussi, hein, ou des moments difficiles, quoi. Mais grosso modo, c'est une chance immense, quoi, de pouvoir faire ça. Alors moi, en plus, j'ai une particularité, c'est-à-dire que je me lasse assez vite des choses dans le procédé de fabrication. J'essaie de systématiser les choses qui sont importantes dans certaines étapes dans la fabrication de l'instrument, mais j'essaie toujours d'inventer aussi des instruments nouveaux. J'aime pas refaire un instrument par exemple. Il faut toujours que j'ai l'idée que l'instrument soit une pièce unique. Et c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, même s'il y a quand même quelques modèles qui deviennent un peu des modèles que je reproduis, il y a quand même, ou dans le processus de fabrication, il y a des choses qui se répètent. Mais dans mon approche du quotidien, tous les jours c'est quelque chose de différent. Quand on travaille le bois, tu le sais, on est obligé de se plier à la volonté que le bois impose parfois, quoi. Ça réagit jamais deux fois de la même manière. Deux pièces identiques de bois, du même bois, du même arbre, vont réagir de manière différente. Donc ça impose de savoir improviser des solutions comme ça continuellement dans le geste qu'on va avoir pour couper ou raboter ou scier ou polir une pièce de bois, quoi. Et c'est ce qui fait la magie de ce métier, hein. Enfin, des métiers artisanaux en tout cas, je pense. Pour le luthier, c'est une émotion immense, hein, de voir son instrument entre les mains d'un musicien et d'un bon musicien, si possible. C'est une grande émotion. Ça justifie énormément de choses dans la façon dont tu vas investir ta personnalité, tes compétences dans la fabrication de l'instrument. Mais de toute manière, le préalable au métier de luthier, c'est l'amour de la musique. Parce que si tu n'aimes pas la musique, si tu n'aimes pas les musiciens aussi, si tu vas juste fabriquer un objet, ce qu'on fabrique, c'est pas un objet d'art, hein. Moi, je répète souvent ça, on n'est pas des artistes, hein. Il y a une grande différence entre le travail de l'artisan et le travail de l'artiste, particulièrement pour un luthier où le cahier des charges pour fabriquer un instrument est un cahier des charges très complexe, très restrictif aussi. Le défi à remplir, à atteindre pour fabriquer un instrument, c'est quelque chose d'assez compliqué.
mais c'est vrai que c'est une immense récompense, quoi, une immense émotion hein, de voir son instrument joué par un grand musicien, c'est génial, quoi. C'est le vrai salaire je pense, hein, le vrai salaire de l'artisan, c'est ça, quoi. Les musiciens ils mettent beaucoup de mains dans l'instrument, donc du coup, ça peut être un peu stressant, effectivement, de te dire que si tu rates quelque chose, tu vas le priver d'une partie de cette relation qu'il y a entre lui et l'instrument. Donc ça demande une certaine expérience, de bien comprendre quelle est sa demande, comment on peut améliorer l'instrument, enfin en tout cas le réparer ou le restaurer ou l'améliorer dans dans la meilleure marge possible pour le luthier. Mais c'est aussi, on est aussi payé en retour de cet investissement quand les gens te disent ah mais en fait j'avais oublié à quel point l'instrument était super. Je fais pas de différence forcément entre les instruments qui sont des instruments très chers ou très rares ou très anciens. Ou des instruments très cheap en fait, parce que souvent les gens arrivent avec des guitares qui ne sont pas des guitares de très grande facture, mais ce que possède l'instrument pour eux, enfin ce qu'ils ont projeté dans l'instrument, leur donne une valeur qui à leurs yeux est immense. Donc du coup la distance par rapport à l'instrument, elle est la même que si on t'amène un instrument très très cher. Tu dois le traiter avec la même distance quoi, émotionnelle. Tu vois. Et ça, j'aime bien ça, en fait, l'idée que tu n'es pas seulement au service d'un certain type de client ou d'un certain type de musicien. Il y a énormément de clients de l'atelier qui sont des musiciens amateurs, très modestes, mais ils aiment la musique et ils aiment l'instrument, ils aiment faire de la musique avec leur guitare, et pour moi ça suffit, quoi. Parfois je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps, quoi, sur le chemin qui m'a amené là, mais j'ai aucune raison d'être insatisfait, bien au contraire. Pour moi c'est venir bosser à l'atelier, c'est toujours un super moment, quoi. Même s'il y a des choses compliquées parfois qu'il faut gérer, ou des périodes compliquées aussi, c'est pas grave, il y a toujours matière à être excessivement content d'être ce que je suis en fait. C'est très modestement, hein, je veux dire, j'ai pas d'objectif très démesuré, hein, professionnellement parlant. Si ça continue comme ça jusqu'à la fin, ça me va très très bien. S'il y a un truc à signer, là, je signe tout de suite. Quand on est comme moi autodidacte, l'erreur, ça reste quand même un moyen très efficace de se situer par rapport à un objectif à atteindre, quoi. Je pense que même quelqu'un qui a été formé par un maître luthier ou un formateur quel qu'il soit, ou qui a fait une école, fera des erreurs dans son parcours. Mais j'espère toujours faire des erreurs, parce que si je me borne à faire des choses pour lesquelles je ne me plante pas, ça veut dire que en fait je ne vais pas chercher d'autres voies, quoi. Donc du coup, moi j'aime bien un peu partir à l'aventure sur certaines phases dans ce métier, construire des choses que j'ai jamais construites par exemple, ou des instruments que j'ai jamais réalisés, travailler avec des bois que j'ai jamais utilisés, ou réussir à restaurer un instrument très complexe, pour lesquels il faut éviter de se planter, mais l'erreur, ça reste, pour moi qui suis un autodidacte, ça reste un moyen très très fiable d'apprendre. Voilà. Moi j'adore apprendre, ça me plaît d'apprendre. Je pense que tous les luthiers te feront la même réponse que moi à ce sujet-là. On est tous des malades mentaux, quoi, de bois, de belles essences. Moi, je pense que je pourrais dépenser tout mon fric à acheter des beaux bois, des jolis morceaux de bois pour faire de la lutherie. On est tous comme ça, quoi. On n'en aura jamais assez. On veut ce qu'il y a de plus beau. Mais en même temps, il y a aussi un défi qui est assez récent
de faire des guitares avec des bois plus responsables, entre guillemets, c'est-à-dire avec des bois qui sont moins, avec des charges carbone moins fortes, moins lourdes, qui viennent de moins loin. On tente de réaliser, beaucoup de luthiers en France tentent de réaliser des instruments entièrement avec des bois français, ou en tout cas avec des instruments avec des bois européens. Et certains y parviennent très très bien. Moi, je commence à utiliser des essences locales, mais avec moins d'importance, enfin, la marge de bois locaux dans mes guitares reste quand même assez faible, mais il faut se préparer à ça, parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Le marché du bois est un marché très complexe, souvent assez peu responsable sur le plan écologique, donc du coup, ça nous place dans des situations un peu bancales, quoi. Mais oui, moi je pense que il y a des bouts de bois que j'ai achetés il y a 6-7 ans maintenant, avec lesquels je vais faire un instrument dans les prochains mois, là, et c'est un moment que j'attends depuis longtemps, ouais, bien sûr. Tout à l'heure, on voyait c'est des bouts de bois que j'ai achetés il y a cet hiver, là. Et parfois, je me dis, je vais jamais arriver à avoir la patience d'attendre encore 3 ou 4 ans pour pouvoir utiliser tout. Mais c'est le jeu, quoi. Ça marche comme ça. Et pour les outils, c'est pareil. Les outils, parfois on tombe sur des trucs dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Moi, j'utilise pas beaucoup d'outils modernes, c'est-à-dire pas beaucoup d'outils électroportatifs, comme on dit. J'ai beaucoup d'outils très traditionnels. On parlait du racloir tout à l'heure, qui est quand même un outil génial. Le racloir, c'est un morceau de bois, un morceau de métal aiguisé pour travailler le bois. C'est d'une précision, d'une efficacité. C'est un truc très bête, quoi. Et c'est un outil génial, quoi, qui te sort de plein de galères quand tu travailles certains bois. Donc c'est pareil, au niveau de l'outillage, j'en achète moins maintenant, mais j'ai eu une période où j'en achetais de manière un peu compulsive. Maintenant ça va, je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, quoi. Le défi, c'est ça, en fait. C'est de se dire que on peut toujours arriver à améliorer ce rapport entre le poids et la puissance de l'instrument, ou le rendement de l'instrument. Et ça demande énormément de temps, parce que on ne peut pas supposer de ce que l'action qu'on va avoir sur l'instrument va donner une fois l'instrument fini. Il faut attendre que l'instrument sonne pour juger de la validité ou pas de ce qu'on a fait à ce niveau-là. Donc on avance vraiment à tout petits pas. Parfois on va trop loin, on est obligé de faire un petit peu marche arrière. Mais tout ça c'est génial, quoi. Ça ne me gêne absolument pas d'être dans cette espèce de recherche continuelle. Moi, il me semble que j'ai encore énormément de choses à apprendre de la lutherie et du bois. Il faudra peut-être une deuxième vie de luthier, j'espère, pour tenter d'en faire le tour. Et encore, je pense pas qu'on puisse jamais faire le tour de ce truc-là. Les luthiers avec lesquels j'ai déjà discuté de ça, ils sont un peu comme moi. Ils sont jamais dans la certitude, ils sont toujours dans le doute. Et ce doute-là, il est extrêmement positif, quoi. Il est extrêmement porteur, et c'est une dynamique énorme, quoi, de douter comme moi de certaines choses dans mon boulot. J'ai quelques objectifs comme ça dans la mise au point de certains modèles de guitares. Je pense aux guitares acoustiques, qui sont des guitares très difficiles à appréhender, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de contraintes. J'essaie de faire des instruments qui résonnent à l'optimum avec un minimum de bois. C'est-à-dire que j'essaie de faire des guitares les plus légères possibles, ce qui est un défi compliqué, parce que un instrument léger, c'est un instrument fragile, donc il faut qu'on est un petit peu à la limite de la rupture mécanique parfois sur certaines pièces. Il y a des tensions énormes sur un instrument, sur une guitare. Et faire un instrument léger, c'est vraiment gagner quelques grammes parfois sur des pièces, la plupart du temps qui ne se voient pas. C'est des pièces vraiment de structure, quoi.
Et le défi, c'est ça en fait. C'est de se dire que on peut toujours arriver à améliorer ce rapport entre le poids et la puissance de l'instrument. Avoir des doutes, des incertitudes, faire des erreurs, dans le monde d'aujourd'hui, c'est des valeurs assez négatives. Alors que moi, je pense, ça vaut pour moi, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je pense qu'il n'y a rien n'a été plus formateur pour moi que de me casser la gueule et de remonter le truc, de repartir, parfois de me recasser la gueule derrière. Mais pour moi, c'est quelque chose ça va de pair avec la vie que je me suis choisie, quoi. C'est plus qu'une manière de se former c'est une philosophie de vie presque, hein. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait tous les gens qui étaient autour de moi et à qui j'ai parlé de ce projet m'ont tous encouragé. Ils ont été très positifs par rapport à tout ça. J'avais l'exemple de Robert Boucher, un luthier français là, qui a fait une carrière très tard, hein, qui était artiste peintre, qui a commencé à faire de la lutherie à l'âge de 50 ans et qui est devenu un très grand luthier. Moi j'ai commencé à 45 ans, je me dis que j'avais encore de la marge. Moi je pense qu'on a le droit de changer de chemin professionnel autant de fois qu'on veut, du début de sa vie professionnelle jusqu'à la fin. Pour moi il n'y a aucun problème. Ceux qui disent le contraire sont des gens qui n'ont pas envie que les gens soient épanouis au boulot. S'épanouir au boulot, c'est une chance énorme, hein. Il y a plein de gens qui sont malheureux sur leur lieu de travail. Moi, j'ai renoncé à plein de choses pour avoir cette qualité, à commencer par des revenus réguliers et conséquents, ce qui était le cas quand j'étais graphiste, je gagnais plein d'argent. Et quand je suis devenu luthier, j'ai plus gagné d'argent comme ça, pratiquement du jour au lendemain. Mais c'était pas du tout un problème. Enfin, c'était pas du tout un problème, je ne vais pas dire ça, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que c'était pas la motivation ou l'anti-motivation qui aurait pu me faire changer d'avis sur ce que j'avais envie de faire. On peut se gourer plein de fois de vie professionnelle, c'est pas un souci.